Salut à tous, salut la team, bienvenue dans votre émission Show Foot, saison 1, épisode 3. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Avant toute chose, je vais d'abord saluer mon acolyte Chris. Comment ça va mon frère? Ça va très bien mon gars, on est là, on est ensemble, donc on a bossé et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Toujours en forme? Toujours. Black and white là. Le contraste. Non. Aujourd'hui, on va parler du groupe C. Le groupe C, c'est un groupe qui se joue dans la capitale, qui se joue à Yaoundé. Et c'est un groupe qui est composé du Maroc, big up à tous les Marocains, du Ghana, du Gabon et du petit poussé des Comores. J'ai beaucoup d'amis aux Comores, j'ai des amis qui jouent en sélection comorienne, donc j'espère qu'ils me suivent. Maintenant, on va commencer à parler de la sélection du Maroc. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le Maroc. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette sélection marocaine? Bah écoute, le Maroc en fait représente cette sélection blessée de la CAN. Donc blessée de la CAN qui a toujours eu de chagrin, qui a toujours eu... Il y a toujours eu un petit pépin qui leur empêchait de savourer et de profiter réellement de leur statut on va dire, de privilégier de privilégier de cette canne-là. Pourquoi? Parce que faut savoir quand même que le Maroc a déjà gagné sa canne, sa seule et unique canne d'ailleurs, en 1976. Après ça, on sait quand même que le Maroc, c'est une sélection qui était la deuxième nation africaine à être qualifiée pour la Coupe du Monde, qui a été la finaliste de la CAN en 2004, qui a quand même aussi été l'une des premières nations africaines à scorer, à avoir des points lors d'une Coupe du Monde. Donc c'est une nation de footballeurs, c'est une nation de football. C'est une nation qui a toujours eu de bons effectifs, de bons joueurs qui se détachent, des grands joueurs qui se sont détachés, mais jamais, au grand jamais, n'a jamais su être revalorisée pour les trophées qu'elle méritait d'avoir selon son statut. Donc, si je résume bien ton propos, c'est-à-dire que pour toi, le Maroc, c'est une sélection qui n'a jamais profité en fait des bons moments du football. C'est une sélection qui a toujours été au bord des finales, au bord des titres, Donc c'est une sélection qui est un petit peu blessée, on va pas se mentir. Donc dans quel état d'esprit cette sélection aborde cette Coupe d'Afrique au Cameroun? Tu penses qu'ils partent dans quel état d'esprit? Écoute, ils partent dans un état déjà d'esprit qui est aujourd'hui, à mon avis, avec le coach Walid Halilhodžić, qui est plutôt un état d'esprit de sérénité. Ils sont assez sereins parce qu'aujourd'hui, comparé aux sélections précédentes ou aux compétitions précédentes, on a vraiment une osmose. Voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a une osmose, il y a une discipline, il y a une ligne de conduite à suivre qui est instaurée par le coach, le sélectionneur lui-même en personne. Et quand on penses que des joueurs comme Hakim Ziyech, ils ont fait les frais de cette rigueur? Exactement, quand on connaît le coach Walid avec son passé au niveau de la rigueur, au niveau de la discipline, on l'a vu à Lille, voilà. Exactement, on l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec le PSG à une certaine époque, et voilà, donc on sait tout simplement ce qu'il représente et ce que ça implique de jouer pour lui. Bon, maintenant, cette sélection du Maroc, c'est une sélection qu'on ne présente plus. Ils ont des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats du monde. Mais quels sont les points forts justement de cette sélection marocaine pour que le peuple marocain ait espoir, se dise que cette fois-ci on va la gagner? Est-ce que les Marocains viennent avec un état d'esprit de vainqueur? Est-ce qu'ils viennent vraiment avec l'objectif de gagner la CAN ou ils vont se contenter d'une place d'honneur? Quels sont les points forts de cette sélection? Je vais même encore faire mieux, je vais te dire, l'état d'esprit, c'est celui de la solidité. Donc les Marocains viennent avec une solidité défensive qui est déjà leur atout principal. Donc c'est un bloc équipe défensif qui déjà est enchaîne sur 8 matchs et a encaissé juste un seul but.
Donc déjà défensivement, je pense personnellement que Romain Saïs est le meilleur défenseur africain actuellement. exactement, ça tombe bien C'est un avis personnel. Ça tombe bien que tu en parles parce que c'est lui qui représente à la fois sur le terrain, à l'extérieur, par rapport à sa combativité, par rapport à sa régularité, parce qu'il faut savoir quand même que Romain Saïs, c'est un défenseur qui est parmi jamais blessé, qui est constant, qui est parmi les meilleurs défenseurs en première ligue, malgré qu'il soit dans une équipe qui soit moyenne, qui soit moins valorisée, mais quand même, on le voit tous les week-ends, Wolverhampton, et sa défense, elle tient le coup. Et ça, on le doit en partie aussi à Romain Saïs et à ses partenaires. Et il le fait aussi ressentir en sélection. On sent que cette sélection-là, elle est basée dessus. Le gros point faible, le gros point fort, excusez-moi, de cette sélection marocaine, c'est vraiment son ossature défensive. Que ce soit les flèches qu'ils ont sur les côtés avec Hakimi, etc., etc. Mais c'est une sélection qui a cette... comment dire, qui a cette réputation d'être solide, d'avoir des rocs défensivement. Exactement, ils ont une charnière défensive de roc, comme tu l'as dit. Bon, maintenant, je suis désolé, hein, mais qui dit point fort, dit point faible. Dit forcément point faible. Parce que si le Maroc ne gagne pas, il ne gagne pas les Coupes d'Afrique. Désolé au peuple marocain, mais le fait est que les autres sélections africaines gagnent régulièrement. Les Algériens, ils gagnent, les Tunisiens, les Égyptiens, les autres gagnent, les autres favoris gagnent. Et parfois même quand ils ne sont pas favoris, ils gagnent, comme le Cameroun. Petite parenthèse. Qu'est-ce qui manque à cette sélection du Maroc pour aller au bout d'une compétition? Qu'est-ce qui leur manque? Écoute, tout simplement, on a fait face au point fort. On a mentionné le bloc équipe, on a mentionné la solidité défensive. Le problème de cette sélection du Maroc, c'est tout simplement l'animation offensive. Aujourd'hui, la sélection marocaine se prive de son meilleur meneur de jeu, donc qui est Hakim Ziyech, qui ne fait pas partie de la sélection, qui ne participera pas à la CAN. Donc, ça va être compliqué de pouvoir avoir de la créativité, de pouvoir trouver des solutions, créer des actions décisives. Ça va être compliqué. Et surtout que c'est une sélection qui ne possède pas des joueurs comme Msekni, Kazri en Tunisie, comme Mahrez, Belaïli, comme en Algérie. Donc, ils n'ont pas cette chance d'avoir ces magiciens offensifs comme Mohamed Salah, par exemple, en Égypte, etc. Donc, est-ce que tu penses qu'ils ont le luxe de se priver d'un joueur comme Hakim Ziyech? Clairement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, quand on connaît la philosophie du coach, on comprend très bien aussi sur quel pied est-ce qu'il est mis. Donc, on comprend ses choix. Donc, voilà, comme je t'ai dit, ce sera clairement l'animation offensive qui va pêcher parce qu'en plus de ça, on a l'absence de l'attaquant phare qui lui aussi était sur une super lancée en club. Donc, il s'agit de Youssef N'Nesri, donc le 9, qui lui aussi est absent. Donc là, ça va être très, très compliqué parce qu'à la fois, on manque d'animation, de création avec un meneur de jeu comme Hakim Ziyech, mais surtout, on manque aussi de réalisation, de réalisme et de buts à marquer quand on n'a pas son numéro 9 titulaire. Seul l'avenir nous le dira. De toute façon, on verra bien au bout de la première journée qu'il adviendra. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième sélection favorite de ce groupe, le Ghana. La sélection du Ghana. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette sélection du Ghana? Qu'est-ce que ça t'évoque, le Ghana? Parce que je sais que c'est une sélection qui a un historique par rapport à nous, notre histoire, notre pays, le Cameroun. Mais qu'est-ce que toi, tu te rappelles? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette sélection ghanéenne qui, je rappelle quand même, c'est une sélection qui a, si je ne me trompe pas, 4 Coupes d'Afrique à son actif. Exactement. En parlant du Ghana, on va tout simplement relier l'histoire du Ghana à la CAN. C'est une longue histoire d'amour entre les Ghanéens et la CAN. Donc, il faut savoir quand même qu'ils sont à leur 22e participation à cet événement. Ils ont déjà gagné 4. Exactement. C'est énorme. Donc, ils ont déjà gagné 4 fois. Donc, ce qui fait que ce sont clairement des favoris. Ce sont des habitués de la compétition. Ils connaissent le système de la compétition, ils savent comment ça fonctionne, ils ont l'habitude
d'être présent lors des CAN. Donc, tout simplement, c'est une très grande nation de football africain et elle va savoir se représenter, oui. Donc, pour toi, limite, c'est un de leurs gros points forts. Cette grosse expérience, cette grosse connaissance, cette grosse culture de la CAN. Donc, c'est peut-être une sélection qui, même quand elle n'aura pas des générations exceptionnelles, elle pourra quand même s'en sortir parce qu'il y a ce background de l'esprit Coupe d'Afrique des Nations, de toutes ces compétitions qui ont été gagnées par leur... en sachant qu'il y a beaucoup de fils d'anciens internationaux. Exactement, oui. On va parler de l'illustre Abedi Pelé, etc. Exactement, etc. avec ses Donc, fils. est-ce que tu penses qu'il y a cette transmission des anciens aux jeunes générations du comment il faut s'imposer en Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que donc clairement c'est leur gros point fort en fait, c'est ça que tu veux me faire comprendre? Mais c'est clairement leur ADN en fait, c'est clairement leur ADN parce que on le ressent, l'effectif a de très grandes capacités à pouvoir on va dire retransmettre. Donc ça veut dire qu'ils c'est réinventé, donc ils se remettent toujours au goût du jour, toujours au parfum. Donc ce qui fait que quand même on a souvent tendance à se dire qu'ils vont être sur un régime bas, tout de suite on a une étincelle qui revient les raviver. Donc ça c'est vraiment leur grand point fort. C'est une équipe qu'on ne peut pas enterrer. Non, donc, pas du tout. Avec le Ghana, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais ce qu'on sait c'est qu'ils vont donner le maximum. Ils vont donner le maximum, clairement, quand on le dit, le maximum pour eux, c'est vraiment quelque chose qui leur représente. C'est un effectif qui a une très grande capacité en matière de volume de jeu. On a des joueurs qui ont de très longues portées, qui peuvent faire de très longues minutes en intensité. Donc, ce qui fait que... marathoniens, tu me parles de marathoniens. Est-ce qu'on gagne les Coupes d'Afrique en étant marathonien? Alors, en n'étant pas marathonien, mais en étant tactiquement en place, en étant physiquement prêt, c'est vrai que cette équipe ghanéenne a beaucoup d'atouts physiquement. C'est vrai qu'ils ont une ossature première ligue qui est jamais négligeable. Ça veut dire qu'ils ont ce caractère box-to-box. Ils ont ce caractère box-to-box, oui. Ils ont cette habitude de répéter des efforts à haute intensité. Vraiment, à haute intensité. Qui sur un tournoi d'un mois où tu dois enchaîner les matchs, qui est sans doute un avantage par rapport à d'autres sélections. Mais maintenant, on a vanté les mérites, on a fait des louanges à cette sélection ghanéenne, on a parlé de leur capacité à s'imposer, à se réinventer, etc., etc. Mais le fait est que cette sélection elle ne gagne plus depuis un bon moment. Quels sont les points forts, les points faibles de cette sélection? Qu'est-ce qui fait en sorte que les Ghanéens n'arrivent plus à gagner de Coupe d'Afrique depuis un bon moment? Je rappelle que ça fait plus de 20 ans que le Ghana n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que le bas blesse pour que le Ghana, une équipe aussi flamboyante, puisse en arriver là? Bah, tout simplement, comme on l'a souligné, donc on a mis en valeur leur capacité athlétique à pouvoir être prêt sur tous les fronts physiquement, mais on remarque aussi que parmi son effectif, on a beaucoup d'anciens, on a un effectif qui commence à être vieillissant. On approche beaucoup de la trentaine, pour certains dépasser la trentaine. Donc, ce qui fait les Ayou, Partey, ça commence à faire beaucoup. Les Wakaso Moubarak, ce n'est plus de tout jeunes. C'est plus le début de leur carrière où ils étaient tout feu, tout flamme, tout feu follet. Asamoah Gyan, on sait que voilà, c'est plus le Asamoah Gyan que c'était à la Coupe du Monde, avec cette Coupe du Monde de 2010 qui les emmène jusqu'au quart de finale, avec ce bel effectif-là, qui est toujours là présentement aujourd'hui, mais malheureusement... Donc pour toi, clairement, il y a un manque de dynamisme, un manque de jeunesse, un manque de peps. Un manque de jeunesse, un manque d'espoir. Les Ghanéens, André Ayou et son frère, ils n'ont plus 20 ans. Donc voilà. C'est clairement ce qui se détache. Malgré tout ce marasme-là que tu es en train de me décrire, est-ce que tu peux quand même ressortir un joueur sur qui le peuple ghanéen peut s'appuyer et se dire que bon, on a quand même ce joueur-là et avec lui tout peut se passer, comme on a pu avoir, comme on le dit souvent, Eto'o, Drogba, etc., etc. Est-ce qu'il y a ce joueur-là au Ghana?
Bah, clairement, oui, il n'y a pas que ce joueur-là au Ghana, il y en a plusieurs de la même trempe. Mais le nom qui va toujours ressortir en plus, c'est celui de Thomas Partey. Donc, super milieu de terrain box-to-box qui enchaîne les efforts, qui a une capacité de jeu hors norme. Mais ce n'est pas celui dont on a envie de voir. Alors, Thomas Partey, certes, représente ce roc dur qui est ghanéen, mais comme le point faible du Ghana reste le vieillissement de l'effectif, on a une étincelle qui se démarque, qui ressort quand même. Pour moi, c'est Souleymana, tout simplement, le jeune ailier de Rennes. De Rennes. Donc lui, c'est un joueur à suivre de très près, parce que je pense que c'est un futur crack et il va apporter beaucoup de choses à cet effectif, à cette sélection, mais surtout il va beaucoup revigorer cet effectif-là. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Bon, on va passer à la troisième sélection du groupe. La sélection du Gabon. Le Gabon, un pays voisin du Cameroun, donc qui joue quasiment à domicile. On n'est pas sans rappeler que la sélection du Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique au Gabon car elle se sentait comme à la maison. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait tous les avantages d'être à la maison sans ses inconvénients, c'est-à-dire la pression du peuple, etc., etc. Est-ce que le Gabon peut être dans cet état d'esprit-là pour tirer son épingle du jeu? Bah, écoute, tout simplement, le Gabon, comme tu l'as dit, n'a pas digéré complètement l'échec de 2017. C'est vrai qu'elle a en travers la gorge le fait d'avoir eu le voisin camerounais venir gagner chez eux. C'est clair que c'est pas bien passé. Donc pour eux, ils ont à cœur de rendre la monnaie de la pièce. De laver l'affront. Exactement, de prendre leur revanche. Donc là, on a le cas contraire qui se produit. La CAN, elle se déroule au Cameroun. Les Gabonais sont là, comme tu l'as dit. C'est comme à la maison, mais sans la pression qui va avec. Donc clairement, tu es en train de me dire qu'un des gros atouts, un des gros points forts de cette sélection du Gabon, c'est vraiment ce relâchement, ce détachement et de se dire qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait à la maison. On a été humilié à la maison, donc on vient ici dans un état d'esprit, pas de désinvolture, mais vraiment de relâchement. Et ça tombe bien parce que cette sélection-là, cet état d'esprit-là correspond aux capacités footballistiques de leur sélection. La jeunesse, l'insouciance, cette envie de bien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des Lemina, il y a des Bonga, etc. Et c'est des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui sont à la fleur de l'âge. C'est clair. Forcément, c'est un gros atout. Pas de pression, un gros impact athlétique et technique parce que c'est des joueurs qui sont très en forme. Ouais. Mais maintenant, ça reste quand même le Gabon. Quels sont les points faibles du Gabon? Qu'est-ce qui fait en sorte que le Gabon ne peut pas être une sélection qui va jouer peut-être la première place du groupe? J'espère me tromper, mais pour l'instant, au niveau des bookmakers, etc., le Gabon est situé quand même au troisième rang de ce groupe. Donc, pour toi, quels sont les points faibles de cette sélection et qu'est-ce qui met le Gabon aussi loin des équipes favorites de cette Coupe d'Afrique? Alors, pour moi, déjà, je tiens à remarquer les prises de responsabilité de certains anciens espoirs. Donc, on a parlé de Mario Lemina, on parle de Denis Bouanga. Donc, ce sont des joueurs aujourd'hui qui ont acquis un certain nombre d'expériences, donc une certaine quantité de doses d'énergie. Voilà, un nouveau statut qui leur permet d'avoir des épaules plus larges pour pouvoir soutenir le collectif, l'équipe, prendre en main les situations. Quand, par exemple, au-dessus, ça ne va plus. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que c'est clairement ça, le point faible de l'équipe, c'est qu'au-dessus de Bouanga, de ces gars comme Bouanga, de ces gars comme Lemina... Quid de Pierre-Emerick Aubameyang? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en parle? Est-ce qu'on doit aborder ce sujet Aubameyang? Bien sûr qu'on doit l'aborder. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Nous devons l'aborder. J'ai une question. Aubameyang, au lieu d'être le sauveur, est-ce qu'il ne serait pas celui qui va emmener cette sélection vers sa perte? En tant que fan absolu d'Arsenal, comme je le suis, voilà, je ne pourrais pas cracher sur Pierre-Emerick Aubameyang, c'est clair. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est réel et que tout le monde voit, c'est que clairement, en ce moment, il n'est pas au top de sa forme.
il n'est pas au top de sa forme, rien ne va, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les Mais sanctions je pense qu'il est disciplinaires, suspendu pour le premier match. Hein, voilà, les sanctions car il a pris un disciplinaires, carton. ouais, l'apport pour la sélection, ça commence à faire un peu juste, ça commence à être très très tendu. Et c'est là où justement on a besoin que des gars comme Mario Lemina ou comme Bouanga puissent prendre les choses en main et pouvoir hisser ce Gabon, cette sélection-là, au-dessus de ce qu'elle traverse comme tourmente en ce moment, parce que c'est clairement ça le point faible de leur effectif. En tout cas, on a hâte que ça débute, on a hâte que ça commence. Bon, on va passer à la dernière sélection pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que j'ai vécu beaucoup dans le sud de la France, et le sud de la France c'est vraiment un bastion, c'est un fief pour la communauté comorienne. Donc cette équipe du Comore qui nous a fait rêver, qui s'est qualifiée pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, il me semble. Donc après avoir vu l'équipe malgache se qualifier, donc il fallait que sa petite sœur ou sa sœur comorienne parvienne aussi à décrocher cette qualification qui est amplement méritée. Mais voilà, on arrive dans la cour des grands. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux me dire de la sélection des Comores qui arrive dans la cour des grands, en sachant que la sélection des Comores est composée à 80-70% de joueurs évoluant au niveau national en France. Donc voilà, on arrive dans la cour des grands. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette sélection comorienne? Bah écoute, à la fois pas grand-chose et à la fois beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que déjà, comme on a eu déjà pas mal d'équipes novices à la CAN et tout ça, mais c'était pas la même chose. Là, on a en face de nous, clairement, une nouvelle petite nation. C'est sa première participation à l'événement, sa première CAN, et c'est un parcours de folie qui a engendré, qui a galvanisé les Comoriens du début jusqu'à la fin. Donc, ils ont eu tout le peuple qui était avec eux, qui leur a emporté, et ça, clairement, c'est une dose de faculté en plus, de pouvoir en plus que les autres n'ont pas eu. Et ça, c'est clairement, c'était ça clairement qui était la force de cette équipe du Comores pour pouvoir trouver cette qualification. Donc, clairement, tu es en train de m'expliquer que pour ce début de compétition, plus que d'autres sélections, le Comores joueront à 12 quasiment. Parce qu'il y a tellement cette ferveur populaire, il y a tellement cette fierté du peuple, il y a tellement ce sentiment d'appartenance qui est exacerbé parce que c'est une petite nation du football. Moi, je sais que cette qualification, elle a été gagnée. L'année dernière, je jouais dans un club de national. Et dans mon équipe, il y avait un mec qui était de la sélection du Comore. Et il allait jouer. Et quand il rentrait de sélection, on avait tous cette fierté, cette joie pour lui, parce que tu sentais qu'il était galvanisé, qu'il était porté par tout un peuple. Et en coupe, vraiment, je tiens encore à te féliciter pour cette qualification. Donc voilà, donc c'est un peu le point fort. Mais maintenant, on va parler du point faible de cette équipe du Comore. Malheureusement, on est obligé d'en parler parce qu'ils arrivent dans la cour des grands. Ils arrivent dans la cour des grands. Comme si un club de National 1 ou de Ligue 2 arrive en Europa League ou en Ligue des Champions. Exactement. Qu'est-ce que tu peux dire? Quels sont les points faibles de cette équipe, malheureusement, même si on les connaît tous un peu plus? Exactement, ça nous fait aussi penser à la petite histoire de Guingamp qui joue une coupe européenne. Qui joue une coupe européenne. Et c'est exactement la même chose avec cette sélection des Comores qui arrive dans la cour des grands. Enfin, elle y est. Et je pense que c'est vrai qu'elle ne va pas se laisser aplatir aussi facilement, mais quand même, on va remarquer que le point faible, ça reste quand même le manque d'expérience dans ce genre de compétition. C'est la première et malheureusement, ils vont devoir apprendre d'abord. En parlant de ce manque d'expérience, n'y a-t-il pas un joueur dans cette sélection du Comore qui justement est doté d'une solide expérience du haut niveau en France, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, un joueur qui a roulé sa bosse, comme on dit? Quel joueur qui ressort de cette sélection? Bah écoute, il y a un joueur qui ressort, qui a roulé sa bosse effectivement, c'est Kassim Abdallah, qu'on connaît tous, mais ce n'est pas le joueur qu'on a envie de suivre. C'est vrai que Kassim Abdallah, voilà, c'est un défenseur, il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'esthétique, ça reste un défenseur, bon, il fait ce qu'il doit faire. Pour nous, amoureux de football. On a besoin, pour nous, amoureux de football, on a besoin de créativité, on a besoin d'osmose, on a besoin de voir, de rêver, d'être emporté par ce
petits détails-là, par ces petits médaillons comoriens qui y sont. Et pour moi, clairement, j'en ressors un joueur, voire deux. Il s'agit de Sélémani. Sélémani, c'est un très bon joueur, techniquement, à l'aise, qui va pouvoir tirer aussi, comme j'ai dit, son épingle du jeu, qui va pouvoir nous émerveiller, mais surtout aussi qui va pouvoir aller faire mal au gros. Et à côté de lui, on aura son compère, Nasser Chamed, qui lui aussi, de ce côté-là, pourra aussi apporter cette touche technique, tactique, cette vision de jeu-là. Nasser Chamed que tu connais bien, qu'on oui, connaît bien, exactement. étant lyonnais. Mais donc, tu ne parles pas de Mchangama. Mchangama, il me fait rêver. Moi, quand je regarde le Total Ligue 2, il met toujours des lucarnes, il met toujours des frappes de 30 mètres et tout. Moi, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le numéro 10. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Comment tu peux ne pas aborder, tu peux ne pas parler d'Mchangama. Alors, sachant qu'il y a leur attaquant aussi qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, là. Comment il s'appelle Tout simplement, pourquoi? Parce que ce sont de fabuleux joueurs. Donc, on a pu les remarquer tous, que ce soit du gardien à l'attaquant. On a regardé. Je t'arrête. C'est vrai qu'on porte une affection particulière pour la sélection comorienne. Ici, on continue à parler des Comoriens. On va pas s'éterniser. Malheureusement, on a quand même une émission à tenir, donc on va pas pouvoir tous les citer. Et n'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale Comores, première participation en Coupe d'Afrique des Nations. On le fera avec plaisir. Grand plaisir. Et là, il est question de parler du groupe C. Donc, on va rester un peu dans les cordes. Donc, voilà. Bon. En tout cas, je te remercie encore pour ce petit moment qui dure quand même parce qu'on est passionné de football, on aime le foot, on peut en parler pendant des heures. Mais malheureusement, il faut respecter un certain format, il faut respecter un certain cadre. Pourquoi parler plus des Comores que du Ghana ou que du Maroc et tout? Donc, pour ne froisser personne, on sera obligé d'écourter cette... Donc, voilà, tu vois. Donc, là, je vais juste mettre en illustration cette sélection des Comores. Parce que c'est une sélection vraiment que j'affectionne tout particulièrement. Donc, pour faire profiter un maximum de personnes, voilà, la sélection des Comores. Avec tout un peuple derrière. Il faut savoir que les Comores, c'est un petit pays avec un petit stade. Et que quand ils vont jouer dans leur stade, le stade est plein à craquer. Avec Ali Amada, que tout le monde connaît. Beaucoup de joueurs qui nous sont familiers. Donc, c'est vraiment une sélection qui... Voilà, donc... n'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle de la sélection du Comore, on aura l'occasion d'en parler. Et même de faire une spéciale complète là-dessus. Donc, voilà. Bon. Place au pronostic. C'est vrai qu'on a rigolé, on a un. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses des pronostics. Je me mouille en premier comme d'habitude. Maroc-Ghana. Je pense que pour ce premier match, les deux équipes ne vont pas se dévoiler. Je pense que le Maroc et le Ghana se placent clairement en favoris du groupe. Donc, par rapport au fait qu'ils sont favoris du groupe, personne ne va vouloir se dévoiler. Parce que la première équipe qui perd là, c'est une balle de match, c'est une balle de qualification. Donc, je pense que les deux équipes vont y aller mollo et on va finir sur un score de 1 but partout. Maintenant, Comores-Gabon. Écoutez, je me mouille. Les Comores jouent sans complexe. Les Comores jouent avec la fleur au fusil. Les Comores jouent vraiment avec la passion du peuple. Le Gabon, c'est une sélection qui les Panthères sont blessés. Tu vois, les Panthères sont blessés. Donc, je pense que compte tenu de la situation, avec les faits divers sur les réseaux sociaux, on a vu des joueurs gabonais à Dubaï en boîte de nuit, etc. L'affaire Aubameyang qui n'en est pas une, le fait qu'il ne joue pas dans son club Arsenal. Je pense que tout ça, ça fait beaucoup de facteurs qui font en sorte que le Gabon ne va pas aborder ce match dans les meilleures conditions. Et face à un Comore décomplexé, j'ai peur qu'ils tombent de leur nuage. Donc, 2-1 pour les Comores. Je te laisse la parole à toi, mon gars. Bah écoute, pour moi, de mon côté, ça serait un match nul pour les deux grosses têtes du groupe, clairement. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer de se jauger, donc ça va être très tendu. Personne ne va vouloir se dévoiler, donc du coup, tout sera fermé. Sauf s'il y a, un tournant des situations dans le match qui viennent tout changer et tout chambouler.
Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ça sera un match nul 0-0. Aucun but encaissé, aucun but marqué. Pour ce qui est du Gabon contre la sélection des Comores, c'est vrai qu'on a des Comores qui sont galvanisés, emportés par le peuple, mais derrière, on a aussi un Gabon qui, même si la panthère blessée, comme tu l'as dit, reste quand même un habitué de cette CAN, qui connaît quand même aussi le mouvement, comment ça fonctionne. Et je pense aussi, je tiens aussi à cœur de voir faire un bon match de la part de ces anciens jeunes qui sont aujourd'hui des joueurs de responsabilité dans cette sélection du Gabon, comme Lemina, Bouanga ou même encore Boupenza. Donc, ils vont pouvoir faire quelque chose et à la fin, ça finira par un match nul, un partout. Voilà, c'est complet. Merci mon gars. En tout cas, c'était magnifique. Une émission vraiment... le groupe C, tu sais, c'est un groupe quand même où il y a beaucoup de familiarité. Gabon, pays voisin, Comores, beaucoup d'attaches personnelles. Maroc, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de collègues. Donc, c'est vraiment un groupe qui fait en sorte que, voilà, nous étions obligés de passer un peu plus de temps qu'à l'accoutumée dessus. Donc, voilà, quand vous voyez la sélection du Maroc, avec tous ces joueurs qui évoluent en Ligue 1, quand on voit la sélection du Ghana avec les frères Ayou, etc., tous ces joueurs évoluent en première ligue. Les Gabonais qui sont là, c'est comme nos frères et tout, etc. Et nos frères comoriens, on ne pouvait que passer énormément de temps sur cette vidéo. Mais bon, de toute façon, on arrive à la fin. On vous donne rendez-vous pour parler du groupe D. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. En tout cas, je te dis encore merci mon gars pour ta présence. Je te dis encore merci pour tes analyses toujours poussées sur des sélections. Même moi, je me dis putain, comment il fait pour trouver des éléments sur ces sélections-là. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment la passion du foot qui nous anime. Il y a vraiment cet amour du football. En tout cas, je tiens encore à te remercier et je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo pour parler du groupe D. Merci mon gars, force. À la prochaine mon gars. Allez, ciao, ciao, ciao.